Nous allons vous présenter aujourd'hui les modalités organisationnelles de la campagne de vaccination HPV dans les établissements médico-sociaux. Pour démarrer, vous indiquer que ce webinaire est enregistré de telle sorte qu'il puisse également être consulté en replay. Euh, En guise d'introduction, donc vous indiquez que la campagne de vaccination HPV dans les établissements médico-sociaux s'inscrit dans le cadre d'un enjeu de réduction des inégalités d'accès à la vaccination. Ça a démarré dans les collèges en 2023 et depuis la loi de financement de sécurité sociale pour 2024. Donc, une extension de la campagne est prévue dans les établissements médico-sociaux pour personnes en situation de handicap. Cette mesure est d'autant plus importante pour les personnes en situation de handicap que les cancers HPV touchent toute la population, dont les personnes en situation de handicap, lesquelles présentent des retards à la prise en charge en raison notamment d'un moindre recours au dépistage. Dès lors, la campagne de vaccination HPV, le vaccin HPV en tant que tel, est un moyen de prévention simple et fiable pour les jeunes accueillis dans vos établissements. Donc, comme je vous l'indiquais, le webinaire de ce jour a vocation à vous présenter les modalités organisationnelles de cette campagne et d'apporter toutes les réponses à vos questions sur cette organisation. Vous indiquez que le calendrier de déploiement de cette campagne devrait permettre de réaliser la première dose de vaccin d'ici le mois de juillet, ce qui vous laisse donc le temps d'organiser et de planifier ces séances d'information auprès des jeunes et des familles, tout en tenant compte bien sûr de vos contraintes organisationnelles. Vous avez reçu donc cette semaine un mémo dédié à cette campagne de vaccination, donc qui va vous être présenté dans le détail par Romain Rodriguez. Et à l'issue de cette rencontre, on se tient à votre disposition pour l'ensemble des questions, bien évidemment, mais aussi vous accompagner dans le montage de cette action. Un questionnaire vous est également adressé, vous sera également adressé, dans lequel on vous demandera de bien vouloir vous positionner sur le modèle organisationnel que vous retenez pour la mise en place de cette campagne. À partir de là, nous pourrons engager avec chacun de vous les travaux préparatoires à la mise en œuvre de cette campagne de vaccination. Je vous souhaite un bon webinaire et laisse la parole à Romain Rodriguez. Merci, Elisabeth. Alors, je partage la présentation. Ouais. Alors, dans un premier temps, on va vous représenter rapidement le contexte de cette campagne de vaccination contre les infections à papillomavirus humain dans les établissements médico-sociaux. Alors bon, pour revenir à ce qui a déjà été vu en grande partie pendant le premier webinaire, les papillomavirus humains, du coup, c'est des virus qui touchent 80% de la population, comme l'a dit Elisabeth, et provoquent, dans certains cas, des lésions précancéreuses qui peuvent évoluer dans certaines formes vers des cancers. Donc, le plus connu étant le cancer du col de l'utérus, mais également des cancers de la gorge, de l'anus, de la vulve ou du vagin. Et on recense actuellement environ 6400 cancers chaque année, dont une grande partie de cancers du col de l'utérus, avec 2900 cancers chaque année. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un vaccin. C'est le seul vaccin à prévenir de certains types de cancers qui est disponible depuis 2007 pour l'ensemble des jeunes filles et depuis 2021 pour l'ensemble des jeunes garçons. Donc, le vaccin se compose s'injecte via un schéma à deux doses pour les 11-14 ans, qui sera la population cible qu'on verra aujourd'hui, ou à trois doses en rattrapage pour les 15-19 ans. Donc, ce vaccin, il a beau exister depuis près de 20 ans en France, la couverture vaccinale reste insuffisante. Et face à ce constat, il y a 2 ans, il avait été annoncé par le président de la République une campagne de vaccination spécifique, d'abord dans les collèges. Donc, la campagne de vaccination dans les collèges avait commencé à la rentrée 2023 pour les élèves de 5e de l'ensemble des collèges publics et privés participants de toute la région, mais également de France métropolitaine et d'outre-mer. Depuis la rentrée 2024, cette campagne a évolué puisqu'on propose, à côté de la vaccination HPV au collège, les rattrapages vaccinaux pour la tranche d'âge de 11-14 ans. Donc, les vaccinations concernées sont diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, rougeole, oreillon, rubéole, les méningocoques ACWY et l'hépatite B.
Donc, cette campagne en est à sa deuxième édition pour les collèges et il avait été prévu, du coup, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, l'extension de cette campagne aux établissements médico-sociaux accueillant des jeunes de 11 à 14 ans. Et nous avons eu, depuis le dernier webinaire qui avait eu lieu mi-décembre, l'instruction, alors qui est parue, qui a été publiée, qui est écrite le 3 décembre, mais qu'on a reçue un peu plus tard, fin décembre, qui organise la campagne de vaccination dans les établissements médico-sociaux. Alors, cette instruction elle nous donne déjà plusieurs indications, les principales étant le public cible. Donc, il s'agira cette fois de l'ensemble des jeunes de 11 à 14 ans accueillis dans les établissements médico-sociaux, ciblés par l'instruction, qui sont les instituts médico-éducatifs, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les instituts d'éducation motrice, les instituts pour déficients auditifs ou visuels et les établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés. Donc, comme pour la vaccination au collège, les vaccins proposés seront, pour un premier temps, la vaccination HPV, donc deux doses avec un temps de 5 à 13 mois entre les deux doses. Et dès cette première campagne, on proposera également les rattrapages vaccinaux, donc DTP coqueluche, ROR, méningocoque HCWY et l'hépatite B. L'instruction offre deux modèles aux établissements médico-sociaux pour la mise en place de cette campagne que l'on va vous présenter. On vous a envoyé du coup un mémo en ce milieu de semaine pour déjà que vous puissiez vous acculturer un peu à ces deux modèles qui peuvent avoir leurs particularités. Donc déjà, à savoir que ces modèles ont un tronc commun qu'on va voir dans une première partie. Le modèle 1, on va appeler modèle 1, c'est l'internalisation de la campagne en établissement médico-social à l'appui des professionnels de l'établissement, où l'établissement peut également faire appel à des vacataires et à des renforts de professionnels de santé. Celui qu'on va appeler modèle 2, ce sera celui de l'externalisation de la campagne à l'appui d'un centre de vaccination, donc centre de vaccination qui intervenait déjà dans la campagne de vaccination HPV au collège. Et du coup, le centre de vaccination, comme dans les collèges, intervient dans l'établissement médico-social pour vacciner les jeunes accueillis. Donc, dans un premier temps, le tronc commun aux deux modèles, il se compose, donc c'est-à-dire ce que l'établissement médico-social devra réaliser, quel que soit le modèle choisi. Dans un premier temps, ce sera l'information aux parents, aux représentants légaux et aux jeunes. Donc évidemment, informer les parents, représentants légaux, mais également les jeunes accueillis que cette campagne existe. Quel est l'intérêt de cette campagne? Leur diffuser des documents, donc par exemple, ceux qu'on vous a fait parvenir ce milieu de semaine de l'Institut national du cancer, qui présente à la fois les HPV, mais la vaccination et comment elle protège contre les types de cancers que l'on a évoqués. Dans un second temps, ce sera la diffusion et le recueil des autorisations parentales que vous pourrez trouver en annexe du mémo. Donc, une autorisation parentale pour la vaccination HPV et une autorisation parentale pour les rattrapages vaccinaux. Il y a deux modèles selon si on retient le modèle 1 ou le modèle 2, et tous les modèles sont disponibles en annexe. Donc, il faudra diffuser ces autorisations auprès des représentants légaux pour qu'ils puissent donner leur autorisation à la vaccination de l'enfant. Et il faut bien l'autorisation des deux parents ou alors que l'un des deux parents ou représentants légaux s'engage à témoigner de la responsabilité des deux parents. Ensuite, en amont de la séance, il faudra collecter les carnets de vaccination des jeunes accueillis pour que l'équipe de professionnels vaccinatrices puisse contrôler les vaccinations déjà réalisées par l'enfant et voir l'état de santé global de l'enfant en amont de cette première vaccination. Alors, l'instruction détaille aussi euh, pour le traitement des données collectées dans le cadre des autorisations parentales un accord ou une convention en fonction du modèle retenu. Si le modèle retenu est celui de l'internalisation de la campagne, dans ce cas, il y aura un accord de co-responsabilité entre l'ARS, donc nous, et l'établissement médico-social sur le traitement des données. Si le modèle retenu est celui de l'externalisation de la campagne à l'appui d'un centre de vaccination,
La convention de sous-traitance sera toujours entre l'établissement médico-social et l'ARS, mais les autorisations seront gérées par le centre de vaccination. Évidemment, les professionnels de l'établissement accompagnent les jeunes pour leur tranquillité à toutes les étapes de la séance de vaccination et pendant la surveillance post-vaccinale, puisque toutes les vaccinations sont accompagnées d'une surveillance de 15 minutes pour surveiller d'éventuels effets secondaires. Pour l'approvisionnement en vaccin, il y aura une petite subtilité, c'est-à-dire si l'établissement médico-social dispose d'une pharmacie à usage intérieur, l'approvisionnement en vaccin, donc que ce soit garde d'asile ou rattrapage vaccinaux, se fera via la pharmacie usage intérieur. Et si l'établissement médico-social ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur, alors l'approvisionnement se fera, quel que soit le modèle retenu, via le centre de vaccination. C'est-à-dire que même si le centre de vaccination n'intervient pas pour vacciner les jeunes accueillis au sein de l'établissement, ils pourront toujours fournir les vaccins auprès de l'établissement. Peut-être s'il y a déjà des questions, des remarques ou des interpellations sur cette première partie de présentation. Alors, je regarde, j'arrête le partage pour pouvoir voir les questions. Ah, on a Madame Cesse qui demandait à intervenir. Je vous en prie, je vous ai donné la possibilité d'intervenir. Je pense que votre micro est coupé. Je ne vous entends pas. On va regarder dans la question-réponse en même temps. Alors, est-ce que la vaccination HPV et les rattrapages vaccinaux se fait en deux temps? Elisabeth, Alors, à la fois la première dose de vaccin garde asile et les rattrapages vaccinaux peuvent se faire sur la même séance. Bien évidemment, pour ne pas trop perturber les enfants, on se limite à deux doses sur la même séance. C'est-à-dire qu'on peut faire une dose garde asile et, par exemple, le rattrapage du vaccin contre la coqueluche. Et lors de la deuxième séance de vaccination pour le garde asile, faire un deuxième rattrapage. Mais en règle générale, on se limite à deux vaccins différents sur une même séance. j'ai Madame Cesse qui disait, nous avons une convention avec une pharmacie de ville. Alors, effectivement, les établissements médico-sociaux s'approvisionnent en règle générale en vaccins auprès de leur officine de ville. Dans le cadre de la campagne de vaccination HPV, on est sur une modalité un peu particulière puisque le vaccin garde asile est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Et pour bénéficier en fait de cette prise en charge à 100% par l'assurance maladie, il y a en fait un canal particulier d'approvisionnement et de remboursement des vaccins, ce qui fait que vous ne pourrez pas en fait vous approvisionner directement auprès de votre office. J'ai une troisième question sur les jeunes accompagnés au CESAD. Font-ils partie de la campagne de vaccination? Alors aujourd'hui, ces jeunes ne font pas partie de la campagne de vaccination, et notamment parce que pour un certain nombre d'entre eux, ils sont scolarisés dans des collèges et donc bénéficient de la vaccination à ce titre. Quatrième question. Donc, les questions arrivent. Une quatrième question, la campagne est-elle ouverte uniquement aux 11-14 ans? Alors effectivement, la campagne de vaccination est aujourd'hui ouverte aux 11-14 ans selon l'organisation qui vous a été présentée.
Dans les établissements qui sont ciblés, vous pouvez avoir également des jeunes de 15 à 19 ans qui sont également éligibles à la campagne de vaccination HPV. Donc, certes, ils ne peuvent pas bénéficier de la vaccination dans le cadre de cette campagne, mais il est tout à fait envisageable de prévoir l'accès à la vaccination de ces jeunes, bien évidemment. Une cinquième question, comment avons-nous connaissance des centres de vaccination au niveau local? Alors ça, déjà dans le mémo qui vous a été transféré ce mercredi dans l'une des dernières pages avant les annexes, il y a la liste des centres de vaccination de la région. Donc vous pourrez retrouver facilement le centre de vaccination de votre territoire à partir de ce carnet. Mais si vous avez une hésitation, vous pouvez nous écrire à l'adresse en fin de mémo, donc ARSHDF Vaxi HPV SMS, et on pourra vous aider pour toute question que vous aurez sur une orientation vers un centre de vaccination. Je pense qu'on peut reprendre la présentation. Ah, on va commencer par vous présenter le premier modèle, celui de la campagne internalisée. Donc, en plus du tronc commun que l'on vient de voir, l'établissement médico-social devra réaliser en plus la composition d'une équipe de vaccination avec quelques règles, et qui ne sont les mêmes que celles de la campagne de vaccination HPV au collège, c'est-à-dire qu'il doit y avoir au moins un responsable médical, que ce soit médecin ou sage-femme, et un ou plusieurs vaccinateurs, médecins, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, toutes les professions autorisées à vacciner les 11-14 ans. Alors, ces professionnels peuvent faire partie de l'établissement où un recours est possible à des vacataires. Dans ce cas, la vacation réalisée par ces professionnels sera prise en charge par l'assurance maladie. Et pour que la vacation soit prise en charge, il faudra signer une convention au préalable avec l'assurance maladie afin que ces vacations soient remboursées. Deuxième tâche, ce sera la gestion du circuit des vaccins, donc qui va depuis l'approvisionnement, donc via l'API au centre de vaccination, jusqu'à la traçabilité dans le carnet de vaccination du jeune, l'espace numérique de santé et le dossier unique informatisé le cas échéant. Et entre les deux, il y a bien évidemment la conservation des vaccins, donc entre 2 et 8 degrés, dans un dispositif de réfrigération, avec un suivi de la température constant, pour garantir qu'il n'y ait pas eu d'excursion de température qui remettrait en cause la validité du vaccin. Ensuite, bien évidemment, les professionnels de l'ESMS réalisent la séance de vaccination, donc l'entretien pré-vaccinal, où des questions seront posées aux jeunes, la vaccination en tant que telle, la surveillance post-vaccinale et la traçabilité des vaccins injectés. La facturation des professionnels de santé, comme on l'a dit, elle passera par la CEPAM et nécessitera de signer une convention au préalable. Alors là encore, sur la particularité entre un établissement qui disposerait d'une pharmacie à usage intérieur, la facturation des vaccins se ferait directement par l'établissement médico-social via le téléservice de l'assurance maladie. Là encore, dans le mémo qu'on vous a envoyé l'autre jour, euh, il y a toute une annexe consacrée à comment utiliser ce téléservice. Et si l'USMS ne dispose pas d'une PUI, et donc c'est approvisionné via le centre de vaccination, l'établissement médico-social remonterait au centre de vaccination les données extraites du système d'information Colibri, sur lequel on va vous détailler également, et qui permettront la facturation des vaccins à l'assurance maladie. Donc, le système d'information Colibri, le système d'information qui est utilisé dans la campagne de vaccination HPV au collège,
et qui permet à l'échelle régionale un suivi en direct des vaccinations injectées, mais également de pouvoir extraire les données de vaccination pour permettre un remboursement auprès de l'assurance maladie. Ce système d'information, il serait pris en charge par l'ARS euh, sur, sur les financements de la prévention pour permettre à chaque établissement un suivi des vaccinations réalisées. Et vu qu'on a des contacts depuis 1 an et demi, on a déjà pris contact avec Ciadem qui exploite ce système d'information, qui nous a assuré que des webinaires seraient organisés et un accompagnement serait réalisé pour toutes les personnes qui le souhaiteraient au sein des établissements médico-sociaux. Donc là, c'est le premier modèle campagne internalisée. Le second modèle, dans la campagne externalisée, donc en plus du tronc commun qu'on avait déjà vu, l'établissement médico-social transmet les autorisations parentales reçues au centre de vaccination en amont de la séance, afin que le centre de vaccination puisse prendre connaissance à la fois des élèves à vacciner, quelle vaccination réaliser et en quelle quantité. Et évidemment, le jour de la vaccination, comme on l'a dit, il fournit un appui aux professionnels du centre de vaccination pour accompagner les élèves depuis la séance pré-vaccinale jusqu'à la surveillance. Dans ce modèle, le centre de vaccination, quant à lui, se chargerait de composer une équipe de vaccination qui suivrait les mêmes règles, c'est-à-dire un responsable médical, médecin ou sage-femme, et un ensemble de vaccinateurs. Il gérerait le circuit de vaccination, donc apporterait le jour de la vaccination les vaccins garde asile. Alors, garde asile, je précise, c'est pour la vaccination HPV. Donc, les vaccins pour la vaccination HPV et les rattrapages vaccinaux le jour de la vaccination. Il chargerait également du transport et de la conservation. Ils organiseraient du coup la séance de vaccination en posant une question pour l'entretien pré-vaccinal, réaliseraient les vaccins et pratiqueraient et surveillerait les jeunes une fois vaccinés en lien avec l'équipe de l'établissement médico-social. Il facturait ensuite les vacations d'éventuels professionnels renforts à l'assurance maladie, de même que les vaccins via le téléservice de l'assurance maladie grâce aux données qui auront été suivies. On va peut-être prendre un second temps s'il y a de nouvelles questions sur ces deux modèles. On a essayé de faire le plus synthétique possible, donc on a mâché, remâché, mais on peut comprendre que ce soit un peu difficile et beaucoup d'informations d'un coup. Donc, on est là pour répondre à vos questions. Et je vois qu'il y a plusieurs questions. Alors, nous avons un CESAD polyhandicap sans scolarisation. Peut-on les inscrire dans la campagne? Écoutez, on vous propose de reprendre notre attache et on va voir ce qui est possible de réaliser pour les enfants de ce centre, de ce service. Une autre question, est-ce que les MEX, EMP, SSSI, SAIDV, SIAM, je vais arriver, rentrent dans le cadre de la campagne? Alors, non, ces structures-là ne rentrent pas non plus dans la campagne. On est vraiment sur les établissements avec ou sans hébergement des jeunes qui proposent de l'enseignement. Par contre, moi, je suis tout à fait intéressée de savoir quels sont les effectifs d'enfants que vous pouvez accueillir dans ces services qui n'auraient pas accès à la vaccination via le collège, de telle sorte que l'on puisse réfléchir ensemble aux modalités pour faciliter l'accès à la vaccination de vos publics, bien évidemment. Donc, à votre disposition pour en échanger. Il y aurait de nouvelles questions? Quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole? Elisabeth, est-ce que tu veux ajouter quelque chose peut-être? Et je pense que Romain a expliqué de façon très détaillée l'organisation de la campagne. Alors, c'est vrai que nous, on la connaît sur le bout des doigts pour la mettre en place déjà depuis plusieurs mois dans les établissements scolaires.
Notre souhait, bien sûr, c'est de pouvoir s'adapter le plus possible à l'organisation de vos établissements médico-sociaux. Donc, on est à l'écoute de toutes vos recommandations, préconisations pour faire en sorte que la campagne se passe dans les meilleures conditions possibles. Comme l'a expliqué Romain, vous avez le choix entre un modèle qui reste pleinement à votre main à l'appui de vos professionnels de santé, et puis un deuxième modèle où vous pourriez confier cette vaccination au centre de vaccination, donc habilité ou sous convention de délégation avec l'ARS. Donc, ce sont des centres de vaccination qui sont bien évidemment rompus à cet exercice de la vaccination auprès des enfants, des jeunes, mais aussi auprès de personnes en situation de vulnérabilité, notamment des personnes en situation de handicap. Donc, ces centres de vaccination, voilà, ont vraiment une habitude de ce type de campagne et pourront vous venir en soutien si c'était l'option que vous veniez à retenir, bien évidemment. Donc, on vous laisse bien sûr prendre connaissance de l'ensemble de ces éléments, à l'appui notamment du mémo que Romain citait précédemment, de telle sorte que vous puissiez, d'ici le début du mois de février, nous répondre via l'enquête Google Form qui vous a été adressée avec l'invitation à ce webinaire et qui vous sera réadressée après ce webinaire. Donc, que vous puissiez nous exprimer dans le cadre de cette enquête le modèle d'organisation que vous retenez. Dans l'intervalle, Romain et moi, nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions particulières et lever toute incompréhension sur les modèles proposés. Comme je le disais en introduction, donc le vaccin HPV, ce sont 2 doses. On ne saura pas de toute façon faire les 2 doses de vaccination avant la fin de l'année scolaire. Donc, on se fixe comme objectif de faire la première dose de vaccination HPV d'ici le mois de juillet. Donc, ce qui veut dire que grosso modo, on organisera les séances de vaccination de la mi-mars jusqu'au mois de juillet. Donc, les dates étant à votre appréciation, bien évidemment. Et on organisera la deuxième dose de vaccination HPV donc pour les enfants sur la période courant de septembre à décembre 2025. Et on redémarrera finalement à la rentrée 2025 sur une organisation, je dirais, plus conforme au calendrier scolaire, puisque sur l'année scolaire 2025-2026, nous vaccinerons donc les enfants la première dose entre septembre et décembre et la deuxième dose vraisemblablement de janvier-février jusqu'au au mois de juillet. Voilà un peu pour reprendre ces grands éléments de calendrier. Donc, comme on l'a déjà évoqué, le mémo qu'on vous a présenté, qu'on vous a évoqué, qu'on vous a envoyé ce mercredi, si vous n'avez pas encore eu le temps de le feuilleter, surtout en entier, puisqu'il peut être assez dense, il est composé de fiches pratiques pour vous aider, que ce soit sur l'information aux parents, représentants légaux et aux jeunes, sur les autorisations parentales avec les différents modèles, sur l'approvisionnement en vaccins selon le modèle retenu, comment se passe le déroulé d'une séance de vaccination et les modalités de facturation et des facturations de vaccins et d'évacuation des professionnels renforts. En plus de ces fiches pratiques, il y aura une synthèse de de chacun des modèles pour vous accompagner à chaque étape, les contacts des centres de vaccination que l'on évoquait et toutes les annexes de l'instruction, c'est-à-dire les autorisations parentales, les 2 types de contrats, un modèle de lettre d'information aux parents des ministères pour communication aux parents ou représentants légaux. Et également, dans le mail qu'on vous avait envoyé, il y a le replay du webinaire numéro 1, donc celui qui avait été présenté à la mi-décembre sur la vaccination HPV en règle générale, pour que vous puissiez euh, reprendre connaissance des différents éléments qui ont été présentés par le Centre régional de coordination de dépistage des cancers. Nous, en fait, à notre niveau, on vous avait envoyé aussi une enquête Google Form pour recueillir les informations sur vos établissements.
et pouvoir vous aiguiller pour la suite de la campagne. Donc, dans cette enquête, on vous demandait des informations générales sur l'établissement, les effectifs d'enfants pour qu'on puisse avoir une idée du nombre d'enfants du nombre de jeunes par établissement, les modalités d'approvisionnement en vaccins selon si l'établissement est doté ou non d'une PUI, les professionnels de santé que vous pourriez éventuellement mobiliser et les recours à des vacataires que vous pourriez envisager, tout ça pour choisir le modèle d'organisation de la campagne. Donc, comme l'a dit Elisabeth, la première session de vaccination HPV et rattrapage vaccinaux est à envisager d'ici au mois de juillet. Donc, ça laisse 6 mois, on va dire, mais l'instruction devant paraître plutôt la campagne devait être un peu plus longue. Donc, ça laisse 6 mois au moins pour la première dose et la deuxième pourra être faite à partir de la rentrée scolaire. Donc, nous, on est vraiment à votre disposition si vous avez des questions sur cette enquête. Nous, le but aussi, c'est de mettre en lien le plus rapidement possible les établissements qui souhaiteraient avec les centres de vaccination, que ce soit pour l'approvisionnement ou l'organisation de la campagne. Donc, plus on aura de réponses, mieux on pourra aiguiller et accompagner les établissements durant les 6 prochains mois pour cette campagne. Ajouter que les centres de vaccination sont bien évidemment au courant de cette campagne de vaccination. Ils sont dans les starting blocks et attendent les consignes pour pouvoir démarrer. On les rencontre pas plus tard que lundi pour leur faire un point de situation sur la campagne. Et dès le retour en fait des enquêtes, donc la première semaine du mois de février, nous rediffuserons en fait au centre de vaccination. Donc, ils savent déjà en fait quels sont les établissements médico-sociaux qui sont répartis sur leur territoire d'intervention respectif. Donc, ça, ils sont déjà au courant. Et donc, au retour de l'enquête, nous communiquerons les contacts référents que vous nous aurez désignés au sein de votre établissement. Donc, nous les transférerons au centre de vaccination et les centres de vaccination reprendront votre attache pour mettre en place la campagne de façon concrète. Dans l'intervalle, si vous souhaitez prendre attache de votre centre de vaccination, bien évidemment, vous pouvez le faire. Leurs coordonnées sont reprises dans le mémo, comme le citait Romain. Toutefois, on vous demande de bien vouloir nous envoyer le questionnaire, hein, quoi qu'il en soit. Même si vous prenez attache directement du centre de vaccination, il faut que le questionnaire nous soit remonté au préalable, de telle sorte que l'on puisse avoir une vision d'ensemble des organisations qui vont être retenues. Et ça aura bien sûr aussi un impact sur l'organisation générale des centres de vaccination. On a peut-être un dernier jeu de questions-réponses. Maintenant, nous allons voir. Alors, serait-il possible de modifier les autorisations parentales en facile à lire et à comprendre? Alors, c'est une demande. Alors, déjà, vous dire que les autorisations parentales sont réalisées au niveau national par la Direction des affaires juridiques et la demande de facilitation de ces autorisations en facile à lire et à comprendre a déjà été remontée. Je pense que c'est un chantier qui est en cours au niveau national. Mais on a bien conscience que le document peut être ardu pour beaucoup de personnes. Et Mme Bayeux qui demande, j'ai des structures en Île-de-France, est-ce que la méthodologie est la même? Alors, la méthodologie a vocation à être la même, puisqu'on part de la même instruction interministérielle. Mais je vous invite à prendre la tâche de nos collègues de l'ARS Île-de-France pour effectivement vous assurer de la méthodologie proposée. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On est là pour vous aider, hein, donc on répondra à toutes les questions. Voilà, alors Mme Dutoit
Peut-on faire les autorisations nous-mêmes si des salariés ont suivi la formation facile à lire et à comprendre? Alors, je vais être un peu embêtée par rapport à cette question parce que comme ce sont des documents juridiques très, très formels, a priori, on n'a pas vocation à les modifier. En revanche, je trouve que votre proposition elle est tout à fait intéressante et que moi, derrière, je pourrais remonter les travaux que vous avez convertis auprès du national en espérant que ça puisse être ensuite être retenu comme formule, on va dire, socle. Mais en l'espèce, c'est vrai que c'est difficile de vous dire que vous pouvez radicalement en fait passer d'un modèle à un autre. Mais voilà, tout à fait preneuse de votre production facile à lire et à comprendre pour qu'elle puisse être proposée au niveau national. Nous, si on a des questions, si on a des questions. Et s'il n'y a pas d'autres réactions, je vous propose que l'on euh, clôture ce webinaire. Bien évidemment, nous restons à votre disposition pour tout complément d'information. Euh, et puis, ben, on vous souhaite un bon après-midi et au plaisir de nous retrouver autour des sujets de vaccination. Au revoir. Bon après-midi. Ouais, j'ai une dernière question qui intervient. Euh, les professionnels choisis pour le modèle 1 auront-ils un financement supplémentaire comme pour les vacataires? Donc j'imagine qu'il s'agit des professionnels de l'établissement dans la question. Sur le modèle 1, donc on est sur un modèle internalisé, donc ce sont les professionnels de l'établissement. Ce sont des professionnels qui sont salariés de l'établissement. Forcément, l'activité de vaccination, elle se fait dans ce cadre-là. Si vous recourez à des vacataires, qui peuvent être des vacataires auxquels vous avez l'habitude de recourir, dans ces cas-là, c'est des heures autres que celles que vous utilisez habituellement. Et donc, elles sont rémunérées donc, par l'assurance maladie. Point qu'on n'a pas peut-être forcément précisé, mais qui est bien repris dans le mémo, les modalités de financement de ces vacataires et notamment la tarification de ces vacataires est prévue réglementairement, donc selon des montants qui sont bien évidemment fermes avec l'assurance maladie. Ben, sauf Je pense que cette fois, nous vous, n'avons plus d'autres questions. rebondissement, nous vous souhaitons un bon après-midi. Bon après-midi.